Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup d'avoir répondu nombreux à l'invitation de la DGFP et de la PFRH Occitanie pour cet atelier régional autour du sujet « Innover pour mieux recruter, quelles initiatives adopter ?» Je suis Sébastien Verned du cabinet SIA Partners et puis je vais avoir le plaisir de modérer les échanges de cet atelier pendant toute la matinée. Alors, comme vous le savez peut-être, ces ateliers régionaux sont une déclinaison des ateliers de la transformation RH de la DGFP au niveau national. Et ces événements ont pour but de vous proposer des retours d'expérience et des témoignages des secteurs publics et privés. Ils ont également été pensés pour faciliter et encourager les échanges entre pairs. Alors, cet atelier est le 5e dédié à la thématique du recrutement. Et lors des ateliers précédents, nous avons évoqué les thématiques d'onboarding, de professionnalisation du recrutement, d'attractivité et de fidélisation des talents et d'optimisation du processus de recrutement. Vous pouvez retrouver sur le site de la DGFP toutes les synthèses de ces ateliers. Aujourd'hui, nous allons donc parler d'innovation en matière de recrutement et cet atelier s'articulera en 2 temps. Un premier temps avec plusieurs interventions, une ouverture de Nathalie Green, qui est sous-directrice de la synthèse statutaire de la gouvernance et des partenariats à la DGFP, une introduction par Clémence Wegscheider, qui est directrice de la PFRH Occitanie et qui est donc hôte de cet événement, et puis 2 retours d'expérience, un retour d'expérience du secteur privé avec Laetitia Forcioli et Carolo Haro de l'entreprise Liber, qui vont nous partager leur retour d'expérience sur un grand événement de recrutement qui a été organisé pour recruter des profils rares et pour engager les collaborateurs au cours de ce processus de recrutement. Et puis un retour d'expérience de la PFRH Occitanie, donc Madame Wegscheider qui fera également l'introduction, qui nous partagera la mise en place d'un processus de recrutement collaboratif au sein de la PFRH. Nous aurons le témoignage de Benoît Duet, qui est lui-même passé au travers de ce processus de recrutement. Ensuite, nous aurons une deuxième partie dans cet atelier où nous répartirons en 3 sous-groupes. Et dans chaque sous-groupe, nous discuterons ensemble de 3 thématiques. On structurera l'atelier en 3 temps. Un temps sur les bonnes pratiques que vous avez pu mettre en œuvre dans vos administrations respectives. Un deuxième temps sur les freins, d'après vous, pour être plus innovant en matière de recrutement. Et puis enfin, on terminera sur les leviers sur lesquels vous pouvez vous appuyer pour innover sur vos différents périmètres d'action. On reviendra ensuite en plénière pour restituer les échanges et nous donnerons le dernier mot de conclusion à Madame Wegscheider à l'issue de cet atelier. Donc, nous sommes ensemble pour 2 heures environ et sans plus attendre, on va vous partager une vidéo de Madame Nathalie Green en ouverture de cet atelier. Je vous propose de l'écouter. Mesdames, Messieurs, c'est avec grand plaisir que j'introduis aujourd'hui, au nom de la DGFP, cette nouvelle édition des ateliers de la transformation RH, qui est dédiée aux innovations dans le domaine du recrutement. Merci à l'équipe de la PFRH Occitanie pour sa mobilisation au cours des dernières semaines, afin d'organiser cet événement dont j'espère qu'il suscitera des échanges qui sont riches sur cette thématique qui est vraiment centrale. Vous le savez, la DGFP est à la fois DRH de l'État et l'animatrice du dialogue en matière de ressources humaines entre les 3 versants de la fonction publique. Pour mener à bien ces missions, nous veillons à articuler la mise en œuvre des politiques de transformation RH à l'échelle nationale et au niveau de la filière RH au niveau local. Nous nous appuyons pour cela sur le réseau des plateformes territoriales d'appui interministériel à la gestion des ressources humaines, communément appelées les PFRH, qui sont les interlocutrices de proximité des professionnels RH face aux nombreuses évolutions et transformations en cours. Et c'est dans cette dynamique que s'inscrivent nos ateliers de la transformation RH. Ils doivent permettre de croiser les regards du public et du privé et susciter l'innovation et l'échange de bonnes pratiques sur des sujets d'intérêt commun. Alors le recrutement, il tient une place essentielle puisqu'il suscite de nombreuses questions de la part tant des managers que des professionnels RH. De manière structurelle, le recrutement a profondément évolué au cours des dernières années. Les outils sont différents, les attentes des agents ont évolué et surtout les compétences attendues et nécessaires au sein des 3 fonctions publiques se sont transformées également. En outre, la crise sanitaire est venue bouleverser ce paysage en transformant nos organisations de travail et donc il nous revient comme professionnels, mais aussi comme managers, de tirer le meilleur parti de ce nouveau contexte en adaptant nos pratiques et en développant de nouvelles solutions. Comment mettre en œuvre de nouvelles pratiques en matière de recrutement? Comment attirer, fidéliser les agents au sein de nos administrations? Comment lutter contre la concurrence du privé, notamment pour les métiers du numérique?
et contrer le déficit d'image de la fonction publique auprès de certains jeunes. Toutes ces questions structurent nos politiques RH et sont au cœur de l'adaptation de la fonction publique aux enjeux du XXIe siècle. Donc la DGFP est au cœur de ces évolutions qu'elle accompagne de plusieurs manières. Vous le savez, elle propose des ressources aux professionnels des RH, aux managers, aux agents. Ces ressources se nourrissent évidemment de nombreux réseaux d'échanges entre professionnels des RH, dont ces ateliers, mais aussi en Europe et à l'international, ce qui nous permet de construire une vision prospective sur les pratiques RH. Je citerai par exemple notre panorama du recrutement, publié l'année dernière, ou encore notre boîte à outils pour l'accueil et l'intégration des nouveaux arrivants, qui propose librement des fiches, des capsules vidéo courtes à destination des managers et des professionnels des ressources humaines. Un guide intitulé « Structurer la fonction du recrutement » devrait aussi paraître prochainement et il est issu des travaux interministériels qui ont été conduits tout au long de l'année 2020 sur la transformation de la fonction recrutement. Nous allons donc développer une offre de formation au recrutement dans le cadre d'un marché interministériel porté par le ministère de la Justice. L'autre levier d'action, c'est un travail spécifique pour renforcer l'attractivité des métiers du secteur public. Je mentionnerai notamment l'élaboration d'une marque employeur de l'État, dont l'identité sera dévoilée prochainement par la ministre de la Transformation et de la Fonction publique, mais aussi donc la mise en ligne de vidéos ou encore l'amélioration de la plateforme de recrutement Place de l'emploi public pour faciliter l'accès aux offres d'emploi dans le secteur public. Notre troisième levier d'action est l'accompagnement et la diffusion des projets innovants. Donc en 2021, par exemple, nous avons accompagné 48 projets innovants grâce au fonds d'innovation RH, dont plusieurs dans le domaine du recrutement. La prochaine campagne débutera courant octobre et plus d'informations seront disponibles prochainement. Donc vous pourrez découvrir les projets déjà mis en œuvre, mais vous pouvez aussi vous connecter sur notre bibliothèque des initiatives RH qui recense l'ensemble des projets innovants récompensés ces dernières années. Voilà pour quelques exemples illustrant l'action de la DGFP. J'ai hâte de prendre connaissance des nouvelles bonnes pratiques qui seront développées au cours de cet atelier et celles-ci feront bien sûr l'objet d'une large diffusion de la part de la DGFP auprès de son réseau de partenaires. Elles pourront, je l'espère, inspirer les professionnels des 3 fonctions publiques au-delà de la région Occitanie. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite un très bon atelier. Alors après cette ouverture de Madame Green, je vais laisser la parole à Clémence Wegscheider pour l'introduction pour le compte de la PFRH Occitanie. Et juste avant, donc, Madame Green a cité de nombreuses ressources. Celles-ci sont accessibles sur le site de la fonction publique. Et puis on vous partagera à l'issue de l'événement une restitution de ces ateliers. On vous remettra tous les liens pour que vous puissiez y accéder directement. Madame Wegscheider, bonjour, merci beaucoup d'être là et de nous accueillir aujourd'hui, puisque c'est vous qui accueillez. Je vous laisse la parole pour l'introduction de l'atelier. Merci Sébastien, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes ravis ce matin avec l'équipe de la PFRH de vous accueillir autour de cette thématique du recrutement innovant. Alors très rapidement, juste pour dire que les PFRH sont en charge en fait de l'animation RH auprès des services de l'État, que ce soit de l'accompagnement collectif, individuel ou de la diffusion des bonnes pratiques. Et nous animons notamment également des réseaux métiers interfonctions publiques. Voilà, je fais une présentation très très rapide de la PFRH pour ceux qui ne seraient pas habitués à nous rencontrer et à travailler avec nous. Et alors, pourquoi nous avons identifié cette thématique comme intéressante? On part de 3 constats sur le terrain. Le premier, c'est qu'on rencontre un certain nombre d'agents lors de nos accompagnements, des agents qui sont pas très à l'aise dans leur poste où ils viennent d'être recrutés. Ils ont été recrutés, ils sont arrivés dans une équipe. Et puis finalement, ça correspond pas tout à fait à ce qu'ils avaient projeté comme poste, pas tout à fait comme ambiance de travail également. Et donc, il y a un effet déceptif. La deuxième chose, le deuxième constat, c'est que en discutant avec les managers, toujours lors de nos accompagnements sur le terrain, les managers nous disent ça va pas du tout avec la personne que je viens de recruter, ça répond pas à mes valeurs, à mes attentes, aux objectifs qu'on s'est fixés collectivement ou individuellement. Et donc, là aussi, un effet déceptif dans le recrutement. Et le troisième constat qu'on fait, c'est que quand même dans nos services, il faut être aussi honnête, nous avons une part encore de recrutement peu poussée, j'oserais dire. On s'arrête parfois juste à l'analyse du CV, peut-être d'une lettre de motivation quand il y en a une,
parfois un entretien téléphonique. C'est-à-dire qu'on recrute encore et on accueille des nouveaux collaborateurs sans forcément les rencontrer, sans prendre un temps grand pour leur expliquer les missions, les enjeux, les postes, et sans faire rencontrer forcément l'environnement de travail dans lequel ils vont être projetés. Donc avec ces 3 constats-là, effectivement, il nous semblait important de pouvoir travailler sur des méthodes de recrutement un peu différentes. Et donc la PFRH, comme on est acteur sur ces questions RH, on avait l'ambition de vous montrer qu'il était possible et faisable de recruter différemment. Et donc c'est pour ça qu'il y a 2 témoignages ce matin. Donc le premier, on va sur de l'inspiration. Donc nous sommes ravis d'accueillir Madame O'Haraud ce matin, qui va pouvoir témoigner de l'expérience au sein de Liber. Donc vraiment là un témoignage inspirant, c'est-à-dire de ce qu'on pourrait faire dans l'idéal quand on a des sessions de recrutement sur des métiers en tension. Je n'en dis pas plus, je ne veux pas dévoiler son intervention. Mais également, la PFRH, nous interviendrons en deuxième temps, parce que l'idée, c'est aussi de vous montrer que certes, on peut être inspiré par des organisations qui nous dépassent peut-être un peu en termes de recrutement, mais que même avec très peu de moyens, on peut recruter aussi différemment à partir du moment où on repose le process recrutement. Donc, c'était l'objet de ce matin, de l'atelier. Donc, voilà, nous aurons également des temps d'échange pour pouvoir répondre à toutes vos questions. Nous sommes impatients également de pouvoir découvrir ce qui sortira des ateliers d'échange pendant les 3 sous-groupes pour avoir aussi des pistes d'évolution. On est en questionnement permanent sur ces sujets-là. Et donc, je vais laisser la parole du coup à Madame O'Haraud de Liber. Merci beaucoup Clémence pour cette introduction. Effectivement, on va passer au temps de retour d'expérience. Donc un premier retour d'expérience de Liber, vous en avez un peu dit mais pas trop, donc on va laisser Madame O'Haraud le détailler. Et ensuite un retour d'expérience cette fois-ci directement de la PFRH autour d'un processus collaboratif de recrutement. Et avant de donner la parole à Madame O'Haraud, je vous rappelle que le chat est ouvert pour toutes vos questions. On aura un temps de questions-réponses à l'issue des 2 interventions, donc n'hésitez pas. C'est aussi l'intérêt de ces événements de pouvoir aller approfondir une thématique ou une des interrogations que vous pourriez avoir. Madame O'Haraud, bonjour, un grand merci d'être là aujourd'hui. Je vous laisse la parole pour nous partager le dispositif très innovant et très, comment dire, beaucoup. Madame Wegscheder disait que parfois on n'investissait pas assez. Vous avez investi beaucoup. Vous allez nous partager ce que vous avez fait chez Liber pour attirer justement des profils en tension. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup d'être là ce matin. Très bien. Alors, tout d'abord, je voulais excuser rapidement Madame Forcioli qui n'a pas pu nous rejoindre ce matin, qui est notre responsable recrutement chez Liber Aerospace Toulouse. Elle a eu un petit souci. Son expertise est très, très appréciable, mais je vais faire au mieux pour retranscrire les messages qu'elle aurait souhaité faire passer aujourd'hui. Et donc moi-même, donc Laetitia Forcioli est en charge du recrutement et je travaille avec Laetitia Forcioli chez Liber depuis plusieurs années, spécifiquement pour le déploiement de notre marque employeur. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui nous souhaitions être présents et sommes ravis d'avoir eu cette invitation pour vous parler du concept Experts Meeting que nous avons créé pour notre entreprise fin 2018. Avant peut-être de rentrer complètement dans le concept Experts Meeting, je vais vous donner quelques mots et de contexte et de présentation de Liber Aerospace pour ceux pour qui ce n'est pas forcément une entreprise, en tout cas dans le secteur dans lequel on est présent, qui vous parle, puisque Liber Aerospace Toulouse fait partie d'un groupe international de quasiment 50 000 salariés. Liber Aerospace Toulouse fait spécifiquement partie de la division aéronautique du groupe Liber. À Toulouse, on développe, on fabrique et on maintient des systèmes de traitement de l'air. Donc, ça peut être des systèmes majoritairement de climatisation, mais aussi de pressurisation, cabine avion, de chauffage, de prélèvement d'air moteur. Donc, tout ce qui va avoir attrait au traitement de l'air sur avion. On est un systémier parmi beaucoup, parmi, on va dire, quelques concurrents dans le monde, mais on a des clients vraiment variés, dont forcément les plus connus, Airbus, Boeing, etc. En termes de contexte, on a créé l'événement Experts Meeting vraiment dans un moment de forte croissance de l'entreprise. Au niveau du groupe Liber, on était sur une croissance de plus de 10%, voire jusqu'à 12% en 2017. Pour Liber Aerospace Toulouse spécifiquement, on était sur à peu près du 5% par rapport à l'année précédente.
Donc c'était un contexte assez intéressant avec beaucoup de dynamique et forcément beaucoup de besoins de recrutement pour pouvoir suivre cette croissance, hein. On avait à peu près 160 postes à pourvoir, ce qui, pour une entreprise comme Libera Aerospace Toulouse, en 2017, représente quand même plus de 10% de l'effectif à ce moment-là. On avait vraiment un besoin de finalement proposer des choses un peu nouvelles pour pouvoir se démarquer sur un marché de l'emploi qui était en forte tension à ce moment-là, particulièrement sur le secteur aéronautique à Toulouse. Pour alors Experts Meeting, on avait donc des objectifs à atteindre justement à travers cet événement de recrutement, cette innovation recrutement qu'on a voulu mettre en œuvre. Nos objectifs à travers Experts Meeting, c'était vraiment d'attirer des candidats très, on va dire, qualifiés, très à haut potentiel, sur des profils assez diversifiés. Notre objectif, c'était aussi de réduire le processus de recrutement. Je vais y revenir rapidement ensuite, mais notre processus de recrutement est assez complexe, assez long, notamment pour les ingénieurs et cadres, hein. On parle d'un process qui peut durer quand même 7 mois et notre ambition, c'était de réduire ce process à au moins 4 mois. De créer une expérience candidat originale, forcément, pour se démarquer de la concurrence, proposer quelque chose de nouveau qui allait être attirant pour les candidats et d'augmenter notre visibilité en tant qu'employeur majeur sur le secteur aéronautique, parce que c'est vrai que Liber est beaucoup connu pour les autres produits de la division, on va dire, pour le BTP, les machines, les grues, etc. Et il y a un petit peu un déficit de notoriété sur le volet aéronautique, donc ça c'était un enjeu majeur et un de nos objectifs de vraiment se mettre en avant sur le marché toulousain. Donc, comme je disais, notre processus de recrutement, donc là, c'était un objectif fort. On avait un processus de recrutement classique, très élaboré, qui fait intervenir, on va dire, différents éléments. On a forcément déjà un outil digitalisé de gestion des candidatures, notre ATS, qu'on utilise et qui est un outil qu'on utilise à travers le groupe chez Liber. Un process d'entretien interne et des évaluations sur l'ensemble de la ligne hiérarchique. Donc, selon les postes, selon les types de population à recruter, on est vraiment sur un process long avec 3 à 6 entretiens en fonction des niveaux. Et on a aussi un volet dédié aux ingénieurs et aux cadres avec nos cabinets de recrutement, avec lesquels on travaille de manière très proche pour pouvoir recruter et aussi évaluer à travers différents tests les profils que l'on souhaite recruter. Donc, comme je disais, c'est un processus globalement très long qui est assez intense pour les managers qui recrutent, pour les recruteurs, nos RH, et aussi pour les candidats. Et donc, on voulait expérimenter et aller vers quelque chose de différent pour pouvoir attirer une cible particulière dont je vais vous parler maintenant. Donc, ça nous amène à Experts Meeting, hein, c'est l'événement qu'on a souhaité créer pour justement cette cible. Et je vous propose de commencer par une petite vidéo en fait qu'on avait créée, donc un teaser de présentation de l'événement qui était dédié à attirer des candidats et à faire découvrir cet événement sur les réseaux sociaux notamment. Donc, ça pourra vous donner déjà quelques indications. Donc, je vous propose qu'on regarde la vidéo. Donc voilà, grâce à cette vidéo, vous avez déjà un petit teaser. C'était un teaser hein, qu'on a diffusé sur les réseaux sociaux justement pour attirer lors d'une des éditions de l'événement, puisqu'on a fait 3 éditions au total. Donc je vais revenir sur un peu la promesse, qu'est-ce qu'on souhaitait finalement offrir aux candidats qui allaient participer
à cet événement qu'on organisait. Pour nous, c'était très important de proposer une expérience de recrutement atypique et haut de gamme. Donc atypique forcément pour se démarquer de la concurrence, pour proposer quelque chose de nouveau, comme je le disais. Haut de gamme parce qu'on était vraiment là à travers Expert Meeting, on a ce mot expert, sur une cible de personnel expérimenté, qui très souvent est déjà en poste en fait, qui a un réseau très développé et qui est des profils pénuriques finalement sur le marché de l'emploi. On voulait proposer un lieu attractif et en lien avec l'aéronautique. C'est pour ça que notre événement Experts Meeting s'est toujours déroulé dans des musées toulousains dédiés à l'aéronautique. Les 2 premières éditions se sont déroulées au musée Aéroscopia, qui a été privatisé, et la 3e édition à l'Envol des Pionniers à Montaudran, que nous avons également privatisé, pour proposer un événement finalement très confidentiel en soirée, qui permet de toucher, d'attirer cette cible particulière. Je pense que c'est très important de travailler en termes de cible sur le recrutement, de vraiment comprendre son prospect, son persona finalement. C'est comme ça qu'on appelle ça. Et c'est pour ça qu'on a voulu créer un peu ce côté confidentiel, privilégié, afin de proposer aux candidats d'échanger avec nos managers, nos experts, nos collaborateurs, de leur permettre de découvrir l'entreprise, nos produits, nos valeurs au sein d'un lieu vraiment événementiel, privilégié. Le concept, donc là on était sur les éléments de promesse. Finalement, concrètement, Experts Meeting, qu'est-ce que c'était? Donc on est sur notre événement de recrutement innovant, avec, je dirais, 2 phases principales, une phase pré-événementielle et une phase événementielle. La phase pré-événementielle, c'est la présélection digitale qu'on a réalisée. Donc là, on sort complètement de notre processus de recrutement habituel. Le but, c'est encore une fois de réduire le processus de recrutement, d'aller plus vite, d'être plus efficace pour cette cible. On a donc fait cette présélection digitale via une landing page qu'on a créée spécifiquement pour l'événement, et grâce à la plateforme Visio-Talent qui nous a permis de recevoir des vidéos, et je vais en reparler, de présélection des candidats. Ensuite, sur l'événement même, on avait donc un espace job dating, mais encore une fois, job dating privilégié. Pas un job dating classique où on arrive sur un forum, on repart. C'était sur invitation, suite à la présélection vidéo, et où le candidat avait l'occasion de rencontrer les recruteurs, donc en fonction de son invitation et du poste auquel il avait postulé. Et le dernier élément de cet événement, c'est l'espace événementiel. Dans le musée où nous étions, que nous avons privatisé, nous avons recréé un showroom Liber pour présenter nos produits et pour permettre cette rencontre. Et en fait, du côté job dating très formel et timé, et d'avoir à côté de ça ce côté événementiel très informel, où on peut avoir des échanges, un peu cet esprit de networking qu'on peut avoir à travers différents événements de rencontres entre professionnels. Donc voilà pour les 3, on va dire, aspects. Je reviens plus particulièrement sur la landing page et sur les autres éléments. Donc ça, c'était la porte d'entrée de notre événement qu'on a déployé exprès pour l'événement Expert Meeting, qui nous a permis de mettre en avant l'identité de l'événement, tout en gardant bien sûr la charte et la marque employeur Liber, mais d'intégrer le côté spécifique à cet événement. C'est évidemment sur le côté pratique logistique le moyen pour les candidats d'accéder à la plateforme de candidature qui, je le rappelle, et là on est totalement hors de notre site internet, donc c'est différent de notre process classique. Donc c'était vraiment dédié à cet événement. Vous avez un aperçu là d'une des landing pages qu'on a pu réaliser et qui montre voilà le détail de l'événement. On a créé des vidéos spécifiques pour attirer les candidats, attirer leur attention. On a bien sûr rédigé de manière très spécifique les offres de manière plus travaillée peut-être que sur nos offres habituelles, pour pouvoir justement toucher cette cible. Et avoir enfin un aperçu du processus complet de recrutement de la présélection vidéo jusqu'à l'événement et le post-événement ensuite pour les étapes qui suivent. Donc voilà pour ce qui est de la landing page, qui est la première étape. Ensuite, les candidats étaient amenés à, donc, comme je disais, entrer leur vidéo sur la plateforme Visio-Talent avec qui on a travaillé pour ces événements. Sur cette plateforme, le candidat était en mesure de positionner son CV et de répondre aux questions vidéo que nous avons personnalisées. C'était très important pour nous de faire une présélection vraiment fine,
Donc, en fonction de chaque poste, on a eu des questions personnalisées pour pouvoir vraiment avoir une bonne appréciation du candidat et inviter vraiment les bons candidats à l'événement. Donc, ce qui nous amène à l'événement en lui-même, une fois que la présélection a été faite et que on a eu ce travail de coordination avec nos équipes pour envoyer les invitations aux candidats à haut potentiel qu'on avait identifiés. On arrive donc sur le jour même de l'événement qui, comme je disais, se déroule en soirée. Avec cet espace job dating et cet espace événementiel showroom. L'espace job dating, l'idée là, c'était de pouvoir rencontrer le maximum de personnes en une seule soirée. Comme je disais, on a beaucoup d'étapes dans notre process de recrutement habituel. Là, l'idée, c'était de condenser sans perdre en qualité. Donc, ça a demandé un énorme travail de préparation et avec les managers en charge du poste, qui étaient les premiers interlocuteurs avec le candidat, et aussi avec les RRH et les N+1 qui passaient le second entretien ensemble pour rencontrer le candidat. Donc, c'est des entretiens très courts de 30 minutes, chronométrés, cadencés pour pouvoir passer une soirée complète et enchaîner nos rendez-vous comme on l'avait prévu. Et la partie showroom, donc rencontrer nos experts, découvrir les produits, profiter de la visite du musée. Il y avait bien sûr un buffet et finalement profiter de toute cette expérience et d'échange à travers le showroom qu'on a proposé. Donc voilà pour ce qui est des étapes de la soirée. Ensuite, voilà, je voulais vous montrer une vidéo pour finir finalement la présentation de l'événement. C'est un retour sur l'événement qu'on a fait, je pense, pour la 2e ou 3e édition, et là qui vous donne un aperçu des différents éléments dont je viens de vous parler. Donc on peut regarder la vidéo pour finir. Donc voilà, on aperçoit à travers la vidéo les différents espaces, l'espace événementiel, l'espace job dating où on voit les candidats rencontrer nos interlocuteurs internes, et voilà, et toutes les interactions finalement qu'il y a pu avoir au sein du musée pour cette soirée. Donc là, c'était la 3e édition. Je vois que je suis un petit peu en retard sur mon timing, donc je vais faire très vite pour les derniers éléments peut-être. Je voulais juste peut-être parler du dispositif de communication rapidement. Évidemment, un événement de cette ampleur nécessite forcément de se mettre en avant à travers les réseaux sociaux, à travers la communication interne. On a augmenté notre prime de cooptation pour faire participer nos salariés à vraiment la promotion de cet événement. Donc, tout un espace, enfin tout un univers finalement qui nous permet de mettre en avant l'événement, et on a collaboré pour ça avec différentes entreprises, des job dating à LinkedIn pour de l'emailing ciblé via à notre cible, et on a collaboré avec Watt qui est une agence toulousaine, We Are Together, pour la création de l'événement mais aussi pour le dispositif de communication. Enfin, peut-être une partie qui peut vous intéresser aussi, c'est les résultats, le budget, etc.
Il y a forcément beaucoup d'informations ici, mais globalement, pour aller très vite, donc on a réalisé, comme je le disais, 3 éditions. Les 2 premières éditions au Musée Aéroscopia et la dernière édition à l'Envol des Pionniers. Globalement, on était sur peu de postes, puisque comme je le dis, c'est vraiment sur des postes spécifiques à haut potentiel. Donc on avait une quinzaine de postes ouverts à chacun de ces événements. On a reçu environ 300 candidatures vidéo. On a sélectionné environ 40 candidats et reçu une dizaine de candidats, 40 candidats le jour de l'événement à peu près, pour en recruter environ 10, sauf lors de la dernière édition qui est arrivée juste avant malheureusement la crise sanitaire et où on a dû geler les recrutements à ce moment-là. Globalement, on est sur un budget qui est moitié moindre que ce qu'on a l'habitude de déployer via notre processus classique. Donc et là on peut passer sur la dernière slide, c'est un événement qui est très intense, qui est très exigeant pour les organisateurs, pour les personnes qui sont reçues, pour nous en tant qu'RH qui organisons avec beaucoup de logistique. C'est très lourd en termes d'organisation. Et on a eu pas mal de contraintes techniques aussi à travers la mise en place de la landing page, de Visio-Talent, qui était complètement hors de notre process. Et vous imaginez que dans un groupe de l'ampleur de l'Iber, il y a des process très importants à respecter. Et donc, il y a eu pas mal de choses à contourner et à être inventif pour pouvoir mettre l'événement en avant. Mais on est quand même sur un événement qui nous a fait gagner fortement en notoriété. On en a été très satisfait puisqu'on a fait 3 éditions de cet événement. C'est un événement qui nous a permis d'accélérer notre processus de recrutement comme convenu. Un événement rentable, donc comme je viens de le dire, parce qu'on est quand même sur quasiment moitié moins que ce qu'on a l'habitude de déployer à travers le processus classique et notamment à travers l'intervention des cabinets. Là, on a vraiment réinternalisé tout ce process et toutes ces rencontres et les cabinets ne sont intervenus que pour les évaluations à l'issue des entretiens le soir de l'événement. Et qui permet un événement, une efficacité dans la prise de décision avec vraiment une expérience candidat, recruteur innovante, différente. Même en interne, on avait nos managers qui ont été extrêmement satisfaits et finalement heureux de dynamiser la manière de rencontrer des candidats au potentiel. Et donc, c'est globalement, donc il y a d'autres points, hein, la reconnaissance et la mise en avant de nos experts, j'en ai pas beaucoup parlé, mais dans ce showroom, on avait donc nos experts qui étaient présents pour répondre aux questions des candidats entre leurs entretiens, entre le job dating. Et donc, ça nous a permis une vraie mise en avant de nos experts à travers cet événement, ce qui est aussi très intéressant et valorisant pour notre marque employeur. Et un dernier point qu'on a aussi noté dans les vraiment les plus, c'est que ces échanges informels finalement au-delà du job dating permettent d'évaluer des compétences très importantes, les soft skills, qu'on a peut-être plus de mal à identifier à travers un process classique. Et là justement ce côté très événementiel, très networking à l'issue du job dating est très intéressant pour pouvoir évaluer ces qualités-là. Je vous lirai pas les retours candidats et managers qu'on a eu, mais on a fait des questionnaires de satisfaction à l'issue des événements. Et c'est vrai que les retours ont toujours été en interne comme en externe assez positifs. Donc voilà, je crois que j'ai largement dépassé mon temps, donc je vais vous redonner la parole peut-être, Sébastien. Merci beaucoup, vraiment, moi je trouve ça très passionnant, inspirant, et même impressionnant, je dirais. C'est un très beau dispositif que vous avez mis en place. Et donc, on va passer au retour d'expérience de la PFRH, mais on reviendra vers vous, Madame Moreau, après pour les échanges avec les participants. Et d'ailleurs, j'incite tous les participants, n'hésitez pas à poser toutes les questions que vous avez sur cette expérience ou sur le retour d'expérience de la PFRH. Donc, je redonne la parole à Madame Wegscheider pour partager le processus de recrutement collaboratif que vous avez mis en place au sein de la PFRH. Après, je crois qu'on entendra Benoît Duet, qui a lui-même été recruté au travers de ce processus pour partager son expérience de candidat. Je vous donne la parole, Madame Wegscheider. Merci Sébastien. Alors, juste pour poser un petit peu effectivement notre contexte qui effectivement est assez différent hein, de l'Iber. Nous sommes une équipe de 10 personnes en fait, donc petite équipe hein, avec des parcours très variés et une vraie nécessité, en tout cas pour l'équipe, de justement faire équipe, d'avoir
pour favoriser la transversalité, que les agents au sein de l'équipe puissent communiquer et travailler de manière fluide, et donc il me semblait important que l'ensemble des agents du coup puissent voilà, bien s'entendre avec les nouvelles personnes qui allaient intégrer l'équipe. En 2020, je prends le poste de directrice de la PFRH, et dans les quelques semaines qui suivent, nous avons 2 recrutements à mener suite à des départs. Les recrutements à mener au sein de la PFRH, pour rappel et pour ceux qui connaissent, sont à mener dans un cadre assez contraint, qui est le cadre ministériel et celui du ministère de l'Intérieur, donc avec des pas de temps qui nous échappent et une partie avec une validation au niveau national qui nous échappe également, sur lesquels on n'a pas la main. Donc, pourquoi on a voulu mener un processus de recrutement un petit peu différent? On voulait, comme je vous le disais, je voulais vraiment que ça soit partagé en équipe, en fait, que tout le monde se sente acteur dans l'équipe du choix du recrutement de la personne, des 2 personnes qui allaient intégrer l'équipe. On arrivait aussi dans une équipe qui était un petit peu en difficulté en termes de relations, et donc il fallait vraiment, enfin c'était très important que tout le monde qui a vraiment cet esprit d'équipe qui soit développé. On voulait aussi, par ce recrutement collaboratif, tester les soft skills des candidats, donc les compétences relationnelles des candidats, et pas juste s'arrêter à une analyse de CV, de lettre de motivation. On voulait aller plus loin, parce que dans les valeurs qui guident en fait les actions de la PFRH, il y a vraiment un rôle très important de la posture de chaque conseiller et conseillère de la PFRH, et donc c'était important à tester et à mesurer lors des entretiens. Ce qui était très important aussi pour nous, c'était d'essayer de réduire au maximum le temps de recrutement. Et là, on partait dans la considération des recrutés, c'est-à-dire que, fort de nos propres expériences, on trouvait toujours très compliqué de démarrer une étape de recrutement et d'avoir la réponse plus de 6 mois après, sans forcément avoir des étapes de recrutement intermédiaires. Hein. On passe des recrutements et puis on le sait très très longtemps après. Donc, on voulait condenser ces étapes. Et donc, comme je disais aussi, on voulait donc du coup accorder de l'importance en fait à la vision du candidat et prendre en considération en fait le vécu du candidat dans les étapes de recrutement. Donc, quelles étaient ces étapes? Elles étaient au nombre de 3, en fait, les étapes. Le premier, on recevait, donc là, c'était une manière assez classique, CV, lettre de motivation. Donc, tout le monde dans l'équipe, l'assistante compris, hein, lisait et analysait les CV et lettres de motivation sur la base d'une grille qu'on avait mis en œuvre. Donc, l'avantage peut-être que nous, on a au sein de notre équipe, c'est que du coup, j'ai des experts sur certains sujets. Et au sein de l'équipe, j'ai 2 experts en mobilité carrière, en accompagnement mobilité carrière, Christelle Blazac et Catriona Forêt. Et Christelle Blazac avait pu élaborer une grille d'analyse des CV de lettres de motivation. Donc, chacun lisait les CV lettres de motivation de manière indépendante pour pas être, si possible, impacté par les avis des autres. Et on faisait des débriefs en équipe. Shortlist que l'on recevait donc un certain nombre de candidats avec un entretien en petit comité. Donc, il y avait moi, Christelle Blazac, donc conseillère mobilité carrière, et un tiers extérieur qui variait selon, je vous ai dit qu'on avait 2 recrutements, donc ça a été 2 personnes différentes. Le candidat venait présenter une de ses réalisations qu'il estimait pertinente par rapport au poste pour lequel il candidatait. Par rapport à ces entretiens, il y avait un débrief en équipe encore, où du coup les 3 recruteurs, nous débriefions par rapport à l'ensemble de l'équipe de ce qui s'était passé. Et la dernière étape, qui était l'entretien de mise en situation avec l'équipe entière, je vais y revenir juste après dessus, qui permettait d'avoir le choix final. Pendant toutes ces étapes, il y a eu des informations régulières à tous les candidats sur comment ça allait se passer, exactement, hein, la durée de l'entretien, qui ils allaient voir, qu'est-ce qui allait se passer, sur quoi on allait les questionner. À chaque fois, quand il y avait des décisions, hein, vous voyez, il y avait des débriefs, il y a en tout 3 choix, 3 arbitrages. À chaque fois, les candidats retenus et non retenus ont été contactés pour leur expliquer pourquoi ils étaient retenus ou pourquoi ils n'étaient pas retenus. Et puis aussi également un envoi d'informations concrètes. Si vous venez au sein de la PFRH, au sein du SGAR Occitanie, c'est tant de jours de congé, voilà les rythmes horaires, voilà le matériel qui sera à votre disposition, voilà les déplacements que vous aurez à faire, etc. Essayez vraiment de renseigner pour une projection la plus fine du candidat. Donc, si je reviens rapidement sur les 2 étapes d'entretien, le premier, c'est l'étape d'entretien en petit comité. Ce que ça permettait, en fait, pour les auditeurs, donc pour les candidats, c'était pour nous, en fait, c'était de voir quelles compétences avaient vraiment certains candidats. On allait les chercher là-dessus, en fait, sur le fait d'échanger, on voyait un peu la posture, donc c'était intéressant pour nous.
la capacité pour le candidat à s'exprimer, je vous ai dit qu'il faisait une réalisation. Donc, c'était est-ce que oui ou non, il est en mesure de pouvoir prendre la parole devant un public en situation un peu de stress, parce que ce sont des situations qui nous arrivent dans notre quotidien ensuite professionnel. Et puis, évidemment, d'échanger autour des motivations, d'aller creuser un petit peu le pourquoi la personne candidate. Ce que nous, il nous semblait pour le candidat, et Benoît, qui va témoigner juste après, pourra revenir dessus, c'était que c'était peut-être plus facile, ça permettait d'avoir un alibi pour parler de ses compétences, en fait, et des motivations à vouloir intégrer le poste, et donc de l'argumenter, en fait, pour vraiment confirmer sa candidature au sein du poste. Ça, c'était la première étape. Si on fait le focus sur l'entretien de mise en situation. Donc là, l'entretien de mise en situation, il y avait toute l'équipe, apprentis compris, assistantes comprises. Moi, je n'étais pas présente en tant que directrice. Là, je laissais la main à l'équipe pour voir, en fait, ce qu'on appelle un peu le côté feeling, qui passait entre l'équipe et les candidats. Et ensuite, on débriefait et du coup, on arbitrait ensemble, on mettait ensemble nos avis et on prenait une décision collective. Donc là, l'idée pour l'équipe, c'était de rencontrer les candidats, de voir comment les candidats interagissaient avec chacun des membres et dans une posture où le fait que la directrice n'était pas là, entre guillemets, d'essayer d'enlever un peu cette posture qu'on peut avoir de séduction de certains candidats, en fait, où on a, si j'avais été présente dans la salle, le risque et le biais qu'on pouvait avoir, c'était que les candidats s'adressent que à la directrice pour essayer, voilà, de se justifier le plus possible par rapport à la directrice. Là, ce qu'on voulait, c'était savoir comment les candidats s'adressent aussi bien à l'assistante que l'apprenti, que l'ensemble des conseillers qui seraient potentiellement ses binômes et ses collègues. Pour le candidat, ça permettait effectivement de se mettre en situation, c'est-à-dire de rencontrer les futurs collègues, d'appréhender un petit peu les façons d'être de chacun et de se projeter ou pas dans cette équipe. Rien de pire pour un candidat que de très bien s'entendre avec le N+1, d'arriver au sein de l'équipe et puis de se dire mais je vais pas réussir à travailler avec ces personnes-là, ça va pas être possible. Donc aussi, c'était pour éviter ce genre de choses. Enfin, du coup, pour mettre en place ces 2 entretiens et tout ce processus de recrutement, on a développé des outils. Je vais pas vous les détailler, mais globalement, donc on a fait des études de cas, puisque l'entretien de mise en situation était basé avec une petite étude de cas que le candidat découvrait le matin même, en fait, donc lors de l'entretien, en petit comité, donc il avait le temps de préparer, de se mettre un petit peu en condition. Et puis là, vous avez également projeté sur l'écran l'exemple de grille d'analyse de CV de lettre de motivation que nous mettions en œuvre. Donc en fait, ce processus est quand même basé sur un ensemble d'outils. Si je reviens sur le retour d'expérience qu'on a eu au niveau de l'équipe, je vais être très honnête avec vous. Au départ, quand on a proposé ça à l'équipe nous a dit ben non, on n'est pas légitime pour recruter un des collègues. Au final, aujourd'hui, après 2 recrutements passés en 2020 et un autre recrutement en 2021, c'est acté et c'est dans la façon de faire de l'équipe. Nous recrutons collectivement nos collaborateurs. Ça nous a permis aussi de vraiment faire une projection concrète du candidat, c'est-à-dire à la fois nous en termes d'équipe avec les candidats et à la fois de la part des candidats au sein de l'équipe. Et puis, on a accéléré quand même le processus de recrutement, c'est-à-dire que rapidement, quand le candidat dépose sa candidature, il sait quelle va être la journée de sélection. Et une fois qu'il sait, quand la journée de sélection est passée, il sait s'il est retenu ou pas le lendemain de cette journée de sélection. Après, on lui dit que les étapes finales de finalisation de sa candidature, elles ne nous appartiennent pas. Et là, du coup, ça peut être un peu plus long, mais le candidat, déjà, il sait à quoi s'en tenir. Est-ce que je suis dans la shortlist? Est-ce que je suis classé 1, classé 2? Et est-ce que je suis pas retenu? Et sur les bonnes pratiques, en fait, finalement, qu'on retient, c'est la transparence sur les étapes de recrutement. Elles sont indispensables auprès des différentes étapes. On n'a pas la volonté de mettre à mal les candidats dans nos processus de recrutement. C'est déjà un moment un petit peu stressant. L'idée, c'est de les voir le plus naturel possible. Donc, on est transparent sur toutes les étapes. Aujourd'hui, le premier petit entretien, qui est en tout petit comité restreint, plutôt que sur une réalisation, on l'a plutôt axé aujourd'hui sur venez présenter vos motivations. À l'image de Liber qui a demandé d'envoyer un peu une vidéo pour se présenter, là, nous, le candidat arrive en disant voilà pourquoi j'ai envie de candidater sur votre poste. On envoie en amont le maximum d'informations plutôt pratiques. On a eu pas mal de candidats, ça nous est arrivé, qui se sont désistés pendant le processus de recrutement parce que le nombre de jours de congé ne convenait pas, parce qu'il y avait des éléments pratiques en fait ou logistiques qui ne convenaient pas. Enfin, on a rajouté là sur notre dernier recrutement, une étape à la fin de la journée
je reçois individuellement chacun des candidats pour débriefer sur comment ça s'est passé aussi, ce qui permet aux candidats de poser quand même des ultimes questions. Et donc, ça reboucle bien la journée complètement de recrutement. Et puis juste pour ouvrir, du coup, forte de ces expériences, la PFRH propose, avec donc du coup portée par Christelle Blazac, notre conseillère mobilité carrière, une offre de services d'appui au recrutement pour vous aider dans toutes ces étapes, à la fois de sourcing, mais aussi de comment mener un entretien différent, comment identifier, comment bien créer votre fiche de poste. Donc, on peut vous accompagner sur ces différentes étapes et on met en place au sein de la PFRH 2 actions de formation sur ces sujets-là, sur les techniques de recrutement à distance, c'est pas forcément évident, et puis également sur la marque employeur pour la fin de l'année 2021. Je laisse la parole à Benoît. Donc, Benoît a été recruté en 2020 sur le poste de conseiller en organisation du travail. Et du coup, pour qu'il puisse aussi vous faire son retour, en tant que candidate, comment je l'ai vécu. Je vous le passe. Alors, bonjour à toutes et à tous, je suis ravi d'être là. Ce retour assez rapidement. Pour moi, c'était le confort que ça a pu être d'un point de vue pratique. C'est bête à dire, mais à l'époque, moi, j'étais sur Paris à mon précédent poste et venir à Toulouse, si j'avais eu plusieurs entretiens à différentes étapes, en fait, ça demande de prendre un jour de congé, ça demande du coup de venir en train. Enfin, c'est toute une organisation. Là, du coup, tout était condensé sur la journée, donc ce qui permet vraiment de s'organiser assez facilement. Pratique également sur, comme l'a dit Clémence, en fait, d'avoir tous les éléments sur voilà comment ça va se passer, voilà les différentes étapes, voilà qui va être rencontré, etc. Il y a quelque chose de l'ordre de le matériel, si je puis dire, ou cet aspect-là, on se le retire de la tête, c'est pas une charge et on peut se concentrer pleinement sur l'entretien, en tout cas sur ce recrutement. Donc ça, j'ai trouvé ça extrêmement confortable. Le deuxième point pour moi, effectivement, c'est la question de la qualité de ce recrutement-là pour permettre aux candidats de se projeter dans le poste. Je m'explique. Je connaissais un petit peu déjà la PFRH, effectivement, par mes précédentes fonctions. Et il s'avère que, petit 1, quand on apprend que la PFRH cherche à irriguer de bonnes pratiques RH sur un territoire et qu'on se rend compte qu'il y a un recrutement qui est exemplaire, c'est quand même un très bon indicateur. Ce choix-là aussi d'avoir un recrutement avec l'équipe dans une deuxième partie donne aussi à voir que oui, le travail d'équipe, on y croit, c'est quelque chose qui est important. Et c'est bête, mais moi, c'était la première fois que ça se passait. Mes précédents recrutements, ça avait été plutôt classique avec le N+1, le N+2, etc. Et il faut savoir que du coup, cette mise en situation, c'est aussi un très bon moyen de se projeter dans l'équipe justement, parce que j'avais un cas concret possible d'une sollicitation par mail qui aurait pu être possible à ce poste, et je me retrouve du coup avec l'équipe comme on le fait maintenant dans la vraie vie, voilà, on a cette sollicitation là, comment est-ce qu'on intervient, etc. Et de voir comment chacun intervient dans le groupe, est-ce que moi je me sens bien par rapport à ça, est-ce que finalement ça se passe bien aussi. En fait, c'est extrêmement confortable parce que quand on arrive le jour J, en fait, on a déjà rencontré l'équipe, on a déjà eu une forme de travail ensemble. Donc vraiment, pour se projeter, c'est vraiment extrêmement confortable. Et je dirais effectivement que voilà, c'est vraiment de donner à voir cette exemplarité-là et de comment l'employeur fait en sorte de donner le plus d'éléments pour que le candidat puisse se projeter par rapport à ça. Et même dans la présentation qui était demandée le matin, le fait d'avoir une présentation à faire, c'est le fait de dire, OK, en fait, on sait ce dont on a besoin et on sait ce qu'on cherche auprès de nos candidats. Donc, on va te donner le cadre qui te permet, en fait, au mieux de montrer tes compétences. Plutôt que de dire, effectivement, oui, dans mon précédent poste, j'ai pu faire ça, là, je peux le démontrer. Je trouve ça beaucoup plus confortable aussi et ça montre effectivement, encore une fois, cette capacité à projeter et pour moi et pour l'employeur dans ma candidature. Et enfin, le dernier point, effectivement, par rapport à tout ça, c'était pour moi la question aussi de l'exemplarité et de comment expliquer ça. Quelle image je renvoie moi, employeur, à mon candidat et comment je fais en sorte que tout ce process-là, ça ne soit au final que le meilleur moyen pour que on comprenne comment ça fonctionne, comment ça va s'articuler au quotidien et ce confort-là. Donc, ça rejoint un petit peu pour moi la question le fait de se projeter. Pour moi, c'est l'image employeur, parce que c'est bête à dire, mais c'est un recrutement dans lequel j'ai pu après en parler. Donc, en fait, c'est l'image de la PFRH que je peux véhiculer par rapport à ça. Et dernier point aussi, alors du coup ce sera en 4, qui viendra et après je termine effectivement, c'est la question ça a été un processus pour moi qui était apprenant. C'est bête, mais le matin de faire une mise en situation, l'après-midi de faire une mise en situation et d'avoir quelque chose à présenter également, je suis sorti moi au final du recrutement en disant en fait si je suis pas recruté, c'est pas grave, ça a été extrêmement apprenant, j'ai appris à découvrir des gens, j'ai été mis en situation, ça a été extrêmement stimulant pour moi professionnellement. Donc ce côté-là aussi de le processus a été apprenant aussi pour moi, j'ai trouvé ça vraiment très 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 bien.
Voilà. Un grand merci à tous les deux pour ce retour d'expérience. Et c'est vrai que, Monsieur Duet, on sent tout l'enthousiasme que vous avez. Alors, je ne sais pas ce qui est dû au processus de recrutement et ce qui est dû à votre travail au sein de la PFRH, mais c'est vrai que ça fait du bien d'entendre de l'enthousiasme comme ça autour d'une expérience de candidat et d'agent. On va maintenant passer aux questions. Donc, je vais inviter Madame O'Haraud à remettre la caméra. Donc, c'est Léa. Et donc, Léa Sevestre a sélectionné quelques questions pour vous, issues du chat. Donc, Léa, je te laisse partager les questions des participants auprès de nos différents intervenants. Oui, bonjour à tous. Encore une fois, n'hésitez pas à poser toutes vos questions sur le chat et on y répondra du coup tout de suite. Je commence avec une question commune. Donc pour vous, Madame Wegscheder et Madame O'Haraud, vous avez quand même présenté des initiatives qui demandent un certain investissement, que ce soit en termes de temps, en termes de moyens humains pour les RH comme pour les managers. Est-ce que cet investissement a apporté autant que vous l'espériez en termes d'attractivité du poste, de qualité des profils et des candidatures et de facilité du processus d'intégration? Alors, Allez-y, oui, alors effectivement, oui, c'est un peu ce que je disais sur la fin de la présentation. Effectivement, on a été très satisfait et du retour des candidats et du retour interne finalement. Tous les RRH et les différents personnels RH inclus dans ce processus de recrutement ont été vraiment satisfaits et surtout ont eu une expérience innovante pour eux-mêmes également, ce qui a permis de dynamiser un peu le quotidien aussi et toujours de susciter un peu cette dynamique dont on a besoin toujours dans les organismes publics ou privés, je pense, pour pouvoir recruter, innover. Donc non, nous très satisfaits et en termes d'expérience pure et en termes de rentabilité, on était vraiment sur un événement satisfaisant. Alors du coup, je complète pour la PFRH, pardon, comme nous sommes deux dans le bureau, je garde mon masque, j'espère que vous m'entendez bien toujours, mais pour compléter pour la PFRH, nous, ça a joué sur la qualité du recrutement de manière indéniable, puisqu'on est ravis des personnes qui ont intégré l'équipe. Donc sur le temps investi, je pense qu'on l'a pas perdu. C'est vraiment un temps. Ça a permis aussi à l'équipe du coup à partir du moment où les candidats sont devenus collègues, le jour de leur arrivée, il y avait déjà une étape de franchie. En fait, ils étaient déjà intégrés dans l'équipe puisqu'ils avaient été finalement recrutés collectivement. Par contre, là où ça n'a pas joué du tout, et c'est un point intéressant, c'est que ça n'a pas joué sur l'attractivité. Parce que notre processus de recrutement qui passe par Place de l'emploi public et par le ministère de l'Intérieur ne nous permet pas forcément de pouvoir mettre en avant cette technique de recrutement. Donc, même si on a communiqué sur les réseaux sociaux, je ne pense pas qu'on ait eu plus de candidats par la méthode de recrutement. Par contre, voilà, ça a été gage d'autres éléments. Le bouche à oreille se fera peut-être autrement, mais en tout cas, c'est pas cet outil-là qui a travaillé sur l'attractivité des candidatures, je pense. Justement, Madame O'Haraud, vous avez mentionné que votre filiale Libera Aerospace souffrait d'un déficit d'attractivité. Comment est-ce que vous avez travaillé sur votre marque employeur pour pallier à ce déficit? Experts Meeting, ça a été vraiment un gros travail de mise en avant de notre marque employeur. On est beaucoup aidé parce qu'en étant un groupe international, on a forcément toute une stratégie de marque employeur qui est mise en place par le groupe et qu'on doit forcément nous déployer et adapter à notre marché. Donc ça nous a permis, Experts Meeting, de mettre en avant justement nos valeurs d'employeur et ces valeurs de convivialité, d'entreprise familiale qu'on peut avoir et qu'on retrouvait à travers les échanges qui ont eu lieu sur Experts Meeting. Merci beaucoup. Vous aviez mentionné un enjeu de réduction du temps également qui était nécessaire pour recruter. Combien de temps s'est déroulé exactement entre la communication que vous avez fait autour du job dating et l'événement? Entre la communication et l'événement, on était sur à peu près 1 mois. Et sur le process complet, donc entre la diffusion, la communication des offres et le recrutement des premières personnes à travers cet événement, on était sur 4 mois, ce qui est moins que les 7 à 8 mois habituels pour les ingénieurs et cadres en général chez Liber. D'accord. Est-ce que vous, Madame Wegscheder, c'est un timing qui correspond à peu près au vôtre?
Alors, nous, en fait, on est donc une fois que la fiche de poste paraît, on a 1 mois de parution. Donc, nous, on reçoit pas les candidats tant qu'on n'a pas eu, enfin, tant que la parution de la fiche de poste n'est pas close. Donc, on est 1 mois. Ensuite, on recevait les candidats, allez, le surlendemain de la fermeture de ce mois de parution. Donc, pour les candidats, ils candidataient. 1 mois après, ils savaient s'ils étaient retenus ou pas à la journée de sélection. Et le lendemain de la journée de sélection, donc 1 mois et demi après avoir déposé son CV, sa lettre de motivation, il savait si on l'avait classé en 1 ou 2. Après, la validation finale, comme je disais tout à l'heure, elle passe par le niveau national. Il y a des fois, en 2-3 semaines, on a eu la réponse. Et malheureusement, d'autres fois, avec des aléas, ça a pu mettre plutôt 1 mois et demi. C'est vrai que là, on n'a pas la main, donc on avait bien informé les candidats que c'était, voilà, pas de notre sort, c'était dans les tuyaux d'administration et que voilà, c'était ni bon signe ni mauvais signe, mais qu'on attendait les retours. Donc, ce que nous on a accéléré, c'est pas tellement le process global, c'est vrai au total, hein, j'entends, c'est plutôt les différentes étapes qui sont condensées en une journée et que le candidat à la fin de la journée, il sait s'il est retenu ou s'il est pas retenu, quoi. Voilà, c'est sur ce moment-là qu'on a vraiment condensé. D'accord, merci beaucoup. J'ai également une question commune donc, pour vous deux. Vous avez toutes les deux mis en place des processus de recrutement qui exigeaient du candidat de se mettre en avant, d'aller échanger avec les managers et les RH. Est-ce que vous pensez que ce mode de recrutement a pu favoriser les profils plus extravertis, par exemple lors des vidéos pour vous, Madame Orao, ou du networking, au détriment de profils plus introvertis? Oui, tout à fait. De notre côté, je pense que ça a été effectivement le cas. L'exercice de la vidéo, c'est pas facile, donc ça permet aussi, malheureusement, heureusement, je sais pas comment il faut le dire, mais une présélection un peu naturelle et pour nous qui était intéressante puisque encore une fois sur des postes à responsabilité, à haut potentiel, on est vraiment plutôt sur des personnalités extravertis qui vont manager des équipes, qui vont être en représentation de l'entreprise. Donc effectivement, nous, cette sélection vidéo, on avait conscience que ça allait écarter certains profils qui pouvaient être bons et qui avaient peut-être moyen à progresser, mais on a quand même pris le parti de partir sur ce principe de sélection vidéo. Et alors, pour nous, c'est un petit peu la même chose, effectivement, pour Liber, toute proportion gardée. Pour les postes que nous avons recrutés, nous cherchons des profils avec des personnes qui étaient en capacité de pouvoir intervenir, même en situation de stress, devant un public soit nombreux, soit un public qui peut être un peu, on va dire, stressant pour certaines personnalités. Par exemple, intervenir devant des préfets, des secrétaires généraux, des directeurs régionaux. Donc, en fait, nous, dans ces postes qu'on a cherché, on a cherché des gens qui n'avaient pas peur de la timidité, enfin, qui n'étaient pas timides. Après, le côté extraverti, c'était pas forcément là-dessus qu'on allait, mais c'était en tout cas la capacité à pouvoir prendre la parole et être à l'aise à l'oral devant un public un peu particulier. Vous avez eu le témoignage de Benoît, peut-être effectivement vous y avez vu un petit côté extraverti, mais c'est plutôt le côté non timide qu'on allait chercher que le côté extraverti. Voilà. Et quelqu'un qui perdait ses moyens, ça nous est arrivé dans les candidats, qui a perdu complètement ses moyens à intervenir devant l'équipe, donc quand même cette personne plutôt très bienveillante, etc. En tout cas, c'est comme ça que nous, on l'a perçu de notre côté de recruteur. Du coup, on s'est dit, cette personne-là a peut-être un super profil, mais pas pour le poste sur lequel on cherche. Voilà, ça correspondait pas au profil dont on avait besoin sur le poste identifié. Donc, ça nous permettait de faire comme Madame O'Haraud, le tri, malgré tout, par rapport au profil qu'on recherchait. Voilà. D'accord, donc finalement un événement en cohérence avec vos critères de recrutement. On va faire peut-être une dernière question avant de passer à nos échanges en sous-groupe. Madame Rao, vous avez mentionné quand même plusieurs canaux de diffusion du job dating et des offres de recrutement. Quel a été le canal majeur de vivier de candidats? Je sais pas si on peut dire qu'il y a eu un canal majeur parce que c'est vrai qu'on a été présent sur des dispositifs très différents les uns des autres, hein, du display, du print, avec forcément une évaluation des résultats qui peut varier fortement. On a beaucoup plus de mal à évaluer les résultats du print que du display, par exemple. Donc
Je dirais peut-être, pour mettre quand même un point en avant, ça a été la première fois qu'on a testé l'emailing personnalisé, l'emailing ciblé à travers LinkedIn et à travers notre plateforme de recrutement classique, donc à travers notre vivier de candidature. Donc ça, je pense que ça a beaucoup attiré l'approche très personnalisée qu'on peut retrouver dans l'emailing direct. Ça a beaucoup aidé à faire connaître l'événement à travers LinkedIn notamment. D'accord, merci beaucoup à toutes les deux pour vos réponses aux questions et je redonne la parole à Sébastien. Un grand merci à tous les trois pour ces interventions et ces réponses aux questions. C'était passionnant et je pense que ça lance parfaitement le temps de sous-groupe. On va maintenant basculer dans les différents sous-groupes. Vous avez reçu tous les participants un mail GoToMeeting dans lequel vous avez un lien pour rejoindre votre groupe. Vous avez été répartis entre les groupes 1, 2 et 3. Donc, je vous invite à vous référer à ce mail et on vous remet tout de suite dans le chat les liens de connexion vers les sous-groupes pour rejoindre l'atelier auquel vous êtes inscrit. Et donc, dans chaque atelier, on travaillera autour de 3 questions. Quels sont les freins qui vous empêchent d'innover davantage aujourd'hui? Quelles sont les bonnes pratiques en matière de recrutement que vous avez pu mettre en œuvre au sein de vos administrations? Sur quel levier est-ce qu'on peut s'appuyer pour innover selon vos différents périmètres d'action, bien sûr, avec l'idée de s'inspirer de ce qui a été dit ce matin, mais pas seulement. On est bien sûr preneur de toutes les bonnes idées. Donc, on se retrouve tout de suite dans les sous-groupes et on reviendra en plénière pour un débrief des sous-groupes et pour une conclusion à midi. Donc, on prendra un petit quart d'heure pour conclure. Merci à tous et à tout de suite dans les sous-groupes.